Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous offrons cette édition avec les relations sino-africaines. Le président chinois a proposé de passer à la vitesse supérieure dans les relations actuelles. Vendredi, durant son discours lors de la cérémonie d'ouverture du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, Xi Jinping a appelé à un partenariat global de coopération stratégique. Le chef d'État chinois a déclaré que la Chine allait offrir à l'Afrique un paquet de 10 plans de coopération et fournir au total près de 60 milliards de dollars afin de garantir la réussite de leur mise en œuvre. L'amitié Chine-Afrique est sur le point de connaître une avancée majeure. La Chine a en effet proposé de passer à une vision supérieure dans ses relations bilatérales avec l'Afrique pour établir un partenariat global de coopération stratégique. La Chine et l'Afrique partagent les mêmes besoins et sont complémentaires. Les deux partenaires font face ensemble à une rare opportunité historique de poursuivre leur développement à travers la coopération. Le président Xi a rappelé que la Chine allait adhérer au principe de sincérité, de résultats concrets, d'affinité et de bonne foi, tout en recherchant constamment un équilibre juste entre le maintien des principes et la recherche des bénéfices mutuels dans sa politique africaine. Sur le plan politique, Xi Jinping a déclaré que les partis devaient s'attacher à l'égalité et à la confiance mutuelle. Le président chinois a également rappelé que la Chine a toujours maintenu sa position sur le fait que l'Afrique appartient au peuple d'Afrique et que les affaires du continent devaient être décidées par le peuple africain. Sur le plan économique, le président Xi a déclaré que les deux partenaires devaient poursuivre une coopération gagnant-gagnant. Il a suggéré qu'il fallait pleinement encourager les avantages issus de la confiance mutuelle et de la complémentarité économique, tout en étendant la coopération à travers toutes les directions possibles. Xi Jinping a également déclaré que la Chine et l'Afrique étaient de longues et riches civilisations, devant apprendre de la culture de l'une à l'autre. Il a par ailleurs ajouté que les deux partenaires devaient se concentrer sur la promotion des échanges entre les deux peuples et particulièrement entre les jeunesses, les femmes, les panels d'experts, les médias, mais aussi les mondes académiques et universitaires. Le président chinois a rappelé que les deux parties devaient associer leurs forces et s'aider mutuellement sur le plan de la sécurité. Xi Jinping a déclaré que la Chine encourageait l'Afrique à résoudre les problèmes du continent par des voies propres à l'Afrique. Et il a également ajouté que la Chine se tenait prête à aider l'Afrique à assurer le maintien de la paix et de la sécurité. Enfin, Xi Jinping a appelé les deux partenaires à renforcer leur unité et leur coordination dans les affaires internationales pour défendre ensemble leurs intérêts communs. Le président chinois a déclaré que la Chine continuera à soutenir l'Afrique dans ses efforts pour jouer un plus grand rôle sur la scène mondiale. Lors de son discours pendant la cérémonie d'ouverture du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, le président Xi Jinping a déclaré que 10 projets majeurs de coopération allaient être lancés dans les 3 prochaines années. Le président Xi a indiqué que les programmes concerneraient en priorité l'aide aux pays africains pour leur permettre de casser les 3 goulots du développement que sont les infrastructures, la pénurie de ressources humaines qualifiées et l'inadéquation des ressources financières. L'aide devra permettre d'accélérer l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture, tout en réalisant un développement indépendant et durable. La Chine va construire et remettre à neuf un nombre de parcs industriels en coopération avec l'Afrique, envoyer des experts et des conseillers du gouvernement et établir des centres d'éducation régionaux et des écoles à travers le continent. La Chine va aussi former 200 000 techniciens et fournir 40 000 opportunités de formation pour le personnel africain en Chine. La Chine va par ailleurs mener des projets de développement agricole dans 100 villages d'Afrique pour relever le niveau de vie dans les campagnes, envoyer 30 équipes d'experts agricoles en Afrique et établir un mécanisme de coopération dit 10+10 entre les instituts de recherche agronomes chinois et africains.
La Chine est très inquiète de la situation des mauvaises récoltes causées par le phénomène El Niño dans de nombreux pays africains et va fournir une aide d'urgence d'1 milliard de yuans aux pays affectés. Le coprésident du forum, le président sud-africain Jacob Zuma, a exprimé sa gratitude pour le rôle de la Chine comme force motrice de la croissance mondiale et de la paix dans le monde. Monsieur Zuma a aussi salué l'aide indéfectible apportée par la Chine à l'Afrique. I would like to thank you, President Xi. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président Xi Jinping. Comme l'a dit le président Mugabe, il y a des preuves concrètes qui montrent que notre relation avec la Chine est très différente que celle que nous avons eue avec d'autres pays pendant des siècles. Les dirigeants d'Afrique et de Chine vont délibérer sur le thème « Chine-Afrique, progresser ensemble, coopération gagnant-gagnant pour un développement commun » durant le sommet de 2 jours. Le sommet devrait se conclure samedi avec la publication d'une déclaration et un plan d'action qui va proclamer les 2 visions de part et d'autre de la relation sur les sujets d'intérêt régionaux et mondiaux. La déclaration et le plan d'action vont aussi servir de feuille de route pour la coopération entre la 2e puissance économique mondiale et l'Afrique. La réunion de Johannesburg constitue la 2e réunion de la FOCAC qui a maintenant 15 ans et regroupe la Chine et 50 pays africains qui ont des relations diplomatiques avec la Chine, plus la Commission de l'Union africaine. Le président chinois a prononcé un discours lors du forum d'affaires de haut niveau qui se déroule en marge du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Xi Jinping a profité de l'occasion pour rappeler l'importance du forum et la portée de la coopération sino-africaine. La réussite du développement inclusif et durable de l'Afrique repose sur l'industrialisation. C'est en effet l'industrialisation du continent qui permettra de créer des emplois, d'éradiquer la pauvreté et d'améliorer le niveau de vie des gens. Le chemin de l'industrialisation de l'Afrique ne peut être trouvé que par le peuple africain lui-même, à travers leurs propres pratiques, propres méthodes d'exploration. La Chine espère sincèrement partager son expérience avec les pays africains et nous fournirons le capital, la technologie et le personnel nécessaires pour soutenir l'industrialisation de l'Afrique. Dans le domaine de la construction d'infrastructures, l'investissement et le commerce bilatéral, la coopération Chine-Afrique créera encore plus d'opportunités d'investissement et d'affaires pour toutes les entreprises des 2 parties. Ainsi, il s'agit avant tout d'accroître la compétitivité de l'industrie africaine et de réduire le gap des infrastructures sur l'ensemble du continent. Xi Jinping a organisé des réunions bilatérales avec les dirigeants des pays africains. Il a exprimé le souhait de la Chine de renforcer la coopération avec le continent africain. Une visite pour confirmer le programme de longue date de la Chine sur le continent africain. Lors du sommet de Johannesburg, vendredi, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine injectera 60 milliards de dollars dans le développement des projets. En marge de la réunion du Forum de coopération sino-africain, Xi Jinping a rencontré les dirigeants de la Namibie, de la Somalie, des Comores, du Nigeria et de l'Égypte pour réaffirmer l'engagement de la Chine dans le renforcement de la coopération pratique. Lors de ces réunions bilatérales, le président chinois a exprimé le souhait de Beijing de jouer un rôle actif dans la construction et le fonctionnement des installations de transport, des ports et d'autres infrastructures sur le continent africain afin de promouvoir son économie et son développement social. Il a également annoncé que la Chine aidera les pays africains à améliorer l'agriculture et combattre les maladies et les violences extrémistes. Tout cela malgré une récente baisse des investissements causés par le ralentissement économique de la Chine. L'investissement direct chinois en Afrique a chuté de près de 40% pour le premier semestre de 2015, représentant 1,19 milliard de dollars. Selon les experts, la visite du président chinois a dissipé les craintes d'une fluctuation. Depuis le lancement du forum en 2000, le commerce entre la Chine et l'Afrique a excédé celui avec ses partenaires traditionnels, l'Europe et les États-Unis. Xi Jinping a également présidé une table ronde à Johannesburg avec 13 dirigeants africains. Ils ont bien entendu discuté des relations sino-africaines.
Le dirigeant chinois a déclaré qu'il était en Afrique pour deux raisons principales. L'une est de coprésider le forum de coopération Chine-Afrique avec le président sud-africain Jacob Zuma. L'autre est de participer à des discussions avec les leaders africains pour soutenir la coopération Chine-Afrique. Monsieur Xi s'est exprimé sur la situation économique de la Chine et a déclaré que le pays allait contribuer encore davantage au développement du continent africain. Les autres dirigeants affirment qu'ils veulent renforcer la coopération avec la Chine en matière d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture. Ils ont salué l'implication de la Chine dans la construction d'infrastructures telles que des autoroutes, des routes et des ports, ainsi que la délocalisation de moyens de production de haute qualité en Afrique. Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont assisté à la cérémonie de clôture de l'année de la Chine en Afrique du Sud. L'événement rassemblait de nombreux artistes venant des deux pays. Le public présent a pu assister à des prestations de danse, d'arts martiaux chinois ainsi qu'à des spectacles de marionnettes et d'acrobatie. L'année de la Chine en Afrique du Sud avait été lancée à Pretoria au mois de mars dernier. Depuis lors, toute une série d'activités et de spectacles ont été menés à travers les 9 provinces et les plus grandes villes du pays. L'événement a permis de montrer le parcours de développement de la Chine et les différentes réalisations de la coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud. Les dirigeants africains ont unanimement salué le discours du président chinois. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a déclaré que la visite de Xi Jinping renforcera l'interdépendance entre la Chine et l'Afrique. Le président namibien Hage Geingob a quant à lui rappelé que les relations entre la Chine et l'Afrique connaissaient une apogée historique et que la coopération permettra à coup sûr d'aboutir à des résultats gagnant-gagnant. Le président chinois Xi Jinping a fait une annonce anticipée de nouvelles mesures historiques et portée vers le changement afin d'injecter encore plus de vitalité aux relations déjà dynamiques entre la Chine et l'Afrique. Je profite de cette occasion pour exprimer ma sincère et profonde gratitude. Nous sommes reconnaissants des résultats déjà obtenus grâce à l'aide et au soutien de la Chine dans les domaines du commerce, des investissements, dans la finance, dans l'agriculture, dans le développement du capital humain, dans la santé, dans la protection environnementale, mais aussi dans l'accès au marché et dans l'intégration régionale. Nous accueillons le soutien de la Chine dans la détermination à transformer nos économies à travers une stratégie d'industrialisation qui sera conduite par le bénéfice commun tiré de l'exploitation de nos ressources naturelles et nos produits agricoles. Par ailleurs, nous apprécions profondément la volonté et la réactivité de la Chine pour continuer à être un partenaire clé dans le développement de nos infrastructures au niveau national, régional, mais aussi au niveau de tout le continent. Impressionné de voir le président chinois en Afrique. Son discours est unique. Il s'agit d'un discours venant d'un ami sincère de l'Afrique. Lorsque le président Xi est venu pour le forum en Afrique et qu'il a fait cette annonce, c'était pour tendre la main à l'Afrique, pour l'aider, car la Chine connaît les besoins du continent. Le président a formulé des offres généreuses et nous discutions au niveau bilatéral de la manière de permettre à la Namibie d'en tirer profit. Ainsi, nous le remercions d'être venu en Afrique et d'avoir annoncé cette coopération stratégique globale dans laquelle les entreprises chinoises participeront dans les années à venir. Nous continuons cette édition avec les derniers développements de la fusillade en Californie, avec notamment une première photo de la tireuse Tashfin Malik. Elle a été obtenue par la chaîne ABC News. Selon l'enquête du FBI, le massacre serait en réalité un acte terroriste, même si pour le moment le couple de meurtriers ne sont liés à aucune cellule terroriste. L'attaque brutale et mortelle à San Bernardino, en Californie, ressemble à une affaire de terrorisme. Il s'agit à présent d'une enquête fédérale sur le terrorisme par le FBI. L'enquête indique une radicalisation des tueurs et une potentielle source d'inspiration des organisations étrangères de terrorisme. Selon les représentants fédéraux, Tashfin Malik, 27 ans, femme de l'équipe Mari-Femme, a tué 14 personnes dans un centre de services sociaux mercredi, prêtant allégeance au chef de l'État islamique sur Facebook au moment de l'attaque. En ce moment précis, les représentants pensent que Malik et son mari Sayed Farouk ne font pas partie d'une cellule terroriste. Ils pensent qu'ils se sont radicalisés tout seuls et qu'ils se sont inspirés d'organisations terroristes pour commettre des meurtres en masse.
On a retrouvé des téléphones cassés dans la maison du couple à Redlands, ainsi que des armes, des munitions, des bombes et des outils pour fabriquer des bombes. Les enquêteurs espèrent trouver des indices à ce mystère grâce aux appareils endommagés. Nous avons récupéré ces téléphones et nous continuons d'exploiter les données de ces téléphones. Nous espérons que les empreintes digitales laissées par ces deux individus nous mèneront à leur motivation. Vendredi, la maison de Farouk et de Malik est devenue un circuit surréel de la presse lorsque le propriétaire a pu entrer sur les lieux. Sans barricade et sans la présence des policiers, un groupe de journalistes a eu un accès libre à la maison. Le lieu a été fouillé par les autorités qui ont tout laissé sur place, comme des objets pour nourrissons et des photos de littérature islamique et des documents déchiquetés. Les habitants de la résidence sont sous le choc. J'avais l'habitude de voir l'homme réparer sa voiture tous les jours. Je ne pensais à rien. Je suis très étonnée, vraiment très étonnée. Nous pensons à Los Angeles, au comté d'Orange, à New York. Mais ici, nous sommes dans notre petite charmante ville universitaire. En Europe, les députés allemands ont approuvé un plan d'action militaire contre l'État islamique en réponse à l'appel de la France après les attaques sanglantes de Paris. La proposition a été approuvée par 445 voix contre 146 et 7 abstentions. Le plan prévoit l'utilisation de 6 avions Tornado pour des missions de reconnaissance et le déploiement d'une frégate pour protéger le porte-avions français Charles de Gaulle au large des côtes syriennes. L'Allemagne va aussi fournir un avion tanker pour le ravitaillement en vol des avions de chasse. L'Allemagne a également promis l'envoi de 650 soldats au Mali en appui des forces françaises dans leur lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest. En revanche, l'Allemagne ne rejoindra pas la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et la Russie dans la conduite de frappes aériennes en Syrie. Le président français François Hollande a visité le porte-avions Charles de Gaulle au large des côtes de la Syrie. Il a déclaré que l'équipage était engagé dans une lutte assumée contre le terrorisme après les terribles attentats qui ont frappé Paris au mois de novembre. François Hollande avait donné l'ordre au porte-avions de se rendre en Méditerranée orientale après avoir déclaré la guerre à l'État islamique. Le porte-avions, avec ses 38 avions de guerre embarqués, a été déployé au large des côtes syriennes quelques jours après que l'État islamique ne revendique les attentats de Paris qui ont tué 130 personnes. 1900 marins sont présents à bord du porte-avions français qui est accompagné d'un sous-marin d'attaque, de plusieurs frégates, de navires ravitailleurs, d'avions de chasse ainsi que de drones de surveillance. Le ministère russe de la Défense a publié des vidéos montrant les bases à partir desquelles sont menées les frappes aériennes sur la Syrie, ainsi qu'un camp d'entraînement et des camions transportant du carburant en Syrie. Au cours de la semaine dernière, les forces russes ont effectué 431 sorties depuis la base aérienne de Meimim et mené à bien 1458 frappes contre des cibles à Alep, Idlib, Homs, Hama, Latakié, Deir ez-Zor et Raqqa. Je voudrais souligner le fait que tous les vols ont été couverts par des jets Su-30. Des vidéos aériennes montrent des explosions touchant des cibles marquées, puis des colonnes de fumée s'élevant dans le ciel. Le porte-parole a dit que la Russie surveillait aussi les vols de la coalition internationale. Il a fait savoir que l'activité dans le ciel syrien s'intensifiait. La Russie a commencé ses frappes aériennes en Syrie le 30 septembre et a intensifié ses attaques ces dernières semaines. Justice à présent. En Afrique du Sud, les procureurs d'État et l'équipe de la défense d'Oscar Pistorius négocient toujours. Ils ont décidé de la date à laquelle l'athlète se rendra à la Cour pour renouveler sa demande de libération. Jeudi dernier, la Cour suprême d'appel a annulé le chef d'accusation d'homicide involontaire pour le transformer en assassinat. Le procureur d'État, Jerry Nell, et l'avocat à la défense, Barry Roux, ont mené des entretiens privés pour décider de la date à laquelle Pistorius renouvellera une demande de libération. L'application de cette demande aura très certainement lieu en début de semaine. Lorsque la Cour suprême d'appel met de côté la condamnation de l'athlète, cela signifie que les conditions actuelles de libération ne s'appliquent plus. Oscar Pistorius devra demander une libération qui restera effective jusqu'à la conclusion de la condamnation. Les experts juridiques pensent que c'est la première fois qu'il existe un cas pareil.
Je pense que cela crée un précédent. Vous devez savoir que dans un endroit confiné, la mort peut être prévisible. Non seulement raisonnablement prévisible, mais dans l'esprit subjectif d'une personne qui ouvre le feu, cela est prévisible. Je pense que cela crée un précédent. Dans le cas où vous ne pouvez pas voir la menace, vous devez penser à 2 fois avant d'ouvrir le feu. Dans un pays qui combat la violence faite aux femmes, la décision a été hautement saluée par les organisations féminines. Il s'agit d'une victoire pour les femmes, une victoire pour la famille Steenkamp. Et cela dit que l'homme doit se réveiller, que beaucoup de choses sont à faire. Le peuple a vu la loi. La mère de Riva Steenkamp, June, dit que le verdict d'homicide est un signe de respect pour sa fille. Et nous allons terminer ce journal avec la COP 21. Les négociations sur le changement climatique continuent à Paris. Les négociateurs de 195 pays ont travaillé ensemble toute la semaine pour s'accorder sur une version simplifiée du projet de texte avant de le remettre au président français en fin de semaine. Les objectifs politiques des dirigeants mondiaux ont conduit à des négociations à porte fermée entre négociateurs internationaux. Comme d'habitude, lors des négociations climatiques, il existe une division entre les pays développés et les pays en voie de développement. L'aide financière et la division des responsabilités font partie de ces différends. La Chine presse les pays développés à remplir leur obligation de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement. Il existe un énorme désaccord sur la façon dont les pays développés rempliront leurs obligations financières et si davantage de canaux sont nécessaires pour résoudre le problème. La position de la Chine est que les pays développés doivent remplir ensemble leurs engagements avant 2020. Et cela est non négociable. Après 2020, les pays développés devront échelonner leurs finances à partir du niveau de base de 2020 à 100 milliards de dollars par an. Il y a à présent 134 pays en voie de développement dans le groupe G77 et la Chine. Ils ont émis une forte déclaration dénonçant les tentatives d'un certain nombre de nations industrialisées d'ajouter des conditions au financement. Un nouveau texte fait partie des propositions qui suggèrent que le financement climatique devrait non seulement être fourni par les pays développés, mais aussi par d'autres qui sont en position de le faire. Les autres qui sont dans la position de le faire ou dont la parole compte sont encouragés et sont invités à contribuer sur la base du volontariat. Il s'agit d'une nécessité. Bien évidemment, certains pays en voie de développement plus avancés ont déjà commencé à contribuer. Je pense que c'est une bonne chose et ils sont encouragés aussi. Comment voulez-vous juridiquement lier les pays en position de le faire? Dans ma famille, avec mes enfants, je dirais « tu dois nettoyer la pièce ». Je ne dirais pas « quelqu'un doit nettoyer la pièce ». Je dirais « Joan, tu nettoies la pièce et Grace, tu fais la vaisselle ». Il n'y a pas de quelqu'un en position de le faire qui devrait nettoyer le sol. J'ai besoin que vous me rendiez compte. Établir des objectifs sur le climat à long terme est également un problème. Il y a un important appel de révision de l'objectif des 2 degrés à long terme à 1,5 degré maximum. Le groupe des pays les moins développés déclare que cela est essentiel. 1,5 est critique pour le groupe des pays les moins développés. Il s'agit d'une question de survie. Pour nous, il nous est impossible de signer un accord sans prendre en considération la question des 1,5 degrés. Nous avons vu les projets de texte révisés qui indiquent qu'en dessous de 2 degrés, la zone n'est pas en sécurité. Combien d'entre nous connaissent véritablement leur empreinte carbone, sans compter la manière de la réduire? Certaines mesures peuvent sembler évidentes, comme éteindre les lumières ou fermer les robinets d'eau, mais il y a d'autres manières un peu plus surprenantes. Est-ce que cette personne a l'air heureuse? Est-ce que ces feux de circulation passent jamais au vert? N'y a-t-il pas un autre moyen? Repenser nos options de mobilité est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour réduire notre consommation énergétique. Werner Virtala a justement pensé à cela pour sa communauté. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans sa communauté urbaine écologique. Mais Werner est heureux de partager ses idées. Nous refroidissons notre zone de vie grâce à un plafond écologique.
L'énergie solaire est revendue au réseau électrique et l'eau de pluie est collectée afin de servir pour les chasses d'eau. Voici quelques petites choses à savoir sur la quantité réelle d'H2O que la plupart d'entre nous utilisons. Si vous considérez la production d'un t-shirt, cela nécessite 2700 litres d'eau, ce qui représente environ 20 fois l'utilisation d'un individu chaque jour. Ici, les enfants ne jouent pas avec leur iPad. They play football here with old people. They need not the electronic parts. Ils sont davantage connectés que cela. We live in a synthetic world, and here they live in a real world. Sans vouloir priver Noël de tout son côté festif, nous avons effectivement tendance à consommer davantage au cours de la période des fêtes. Parfois, c'est largement évident là où nous engloutissons nos ressources. Mais il y a également des coûts cachés dans pratiquement tous les produits que nous achetons. Donc si vous apprêtez déjà à effectuer vos courses de Noël, attendez encore une dizaine de secondes. J'achète des cadeaux car c'est à la mode, parce que c'est hip, parce que c'est cool, ou bien je les achète parce qu'ils ont une plus grande durée de vie, qu'ils peuvent être utilisés pendant plusieurs années. Cela a une grande valeur. Nous ne pouvons bien entendu pas tous construire une boulangerie écologique, mais quand il s'agit de réduire les émissions, beaucoup d'entre nous ont effectivement la possibilité de faire les bons choix. L'heure est venue de nous quitter. Merci d'avoir suivi ce journal. C'est Jonathan Messina que vous aurez le plaisir de retrouver pour les autres éditions. À très bientôt sur CCTV Français.